Mon frère a souri avec suffisance devant toute la famille. Comment ça fait d'être inutile, ma sœur? Je l'ai regardé et j'ai dit, je ne me suis jamais senti aussi bien depuis que j'ai arrêté de payer tes factures. Son sourire a disparu. La table est devenue silencieuse. Mes parents se sont figés, puis ont crié, quelle facture? Pourquoi? Son visage a pâli. Je m'appelle Lauren Brox. J'ai 35 ans et je travaille comme responsable des opérations pour une entreprise de distribution pharmaceutique dans l'Ohio. La nuit où tout a éclaté, je me tenais à la table de Thanksgiving de mes parents avec un plat encore chaud entre les mains quand mon frère aîné s'est adossé à sa chaise, m'a regardé comme si j'étais une chose embarrassante, et a demandé devant tout le monde, comment ça fait d'être inutile? Ma sœur? Quelques personnes ont laissé échapper ce petit rire gêné que les familles utilisent quand elles pensent que la cruauté est sur le point de passer pour de l'humour. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas baissé les yeux non plus. J'ai posé le plat sur la table, je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai dit, je ne me suis jamais senti aussi bien depuis que j'ai arrêté de payer tes factures. La pièce est devenue silencieuse si vite que j'ai eu l'impression que tout l'air avait été aspiré d'un coup. Ma mère s'est figée avec la cuillère de service à la main. Mon père s'est tourné si brusquement que sa chaise a raclé le sol. Le sourire de mon frère n'a pas disparu d'un seul coup. Il s'est d'abord fissuré sur les bords, puis est tombé complètement quand il a réalisé que j'avais finalement dit la seule chose qu'il ne pensait jamais que je dirais à voix haute. Quelle facture, a exigé mon père. Pourquoi payait-elle quoi que ce soit pour toi? Ce fut le moment où tout le dîner a cessé de tourner autour de la dinde, du football et des traditions familiales. Il est devenu question de silence, de secret et de la version de mon frère que tout le monde vénérait depuis des années. Je n'étais pas venu là avec l'intention de l'exposer. J'avais passé trop de temps à protéger sa fierté, à porter ses mensonges, et à le laisser me traiter comme si j'étais insignifiante pour qu'il puisse continuer à faire semblant d'être intouchable. Mais à la seconde où il m'a qualifié d'inutile devant tout le monde, quelque chose en moi s'est figé. Et une fois que c'est arrivé, il n'y avait plus aucun moyen de le sauver de la vérité. Si vous aviez demandé à n'importe qui dans ma famille qui avait réussi sa vie, ils auraient nommé mon frère sans même s'arrêter assez longtemps pour réfléchir. Ethan avait passé des années à construire ce genre de certitude autour de lui. Il avait le sourire poli, les vestes sur mesure, la montre chère qu'il aimait laisser visible quand il attrapait son verre, et la façon facile de parler du travail qui faisait que même les affaires ordinaires semblaient importantes. Il était le genre d'homme qui pouvait mentionner une réunion de vente et réussir d'une manière ou d'une autre à faire croire qu'il venait de négocier la paix entre des nations. Mes parents aimaient cela chez lui. Ou peut-être aimaient-ils ce que cela leur permettait de croire. Mon père admirait les gens qui semblaient stables et prospères. Ma mère aimait avoir un fils dont elle pouvait se vanter discrètement auprès de ses amis de l'église et de ses anciens voisins qui demandaient encore comment allaient ses enfants. Ethan leur donnait une réponse simple dont ils pouvaient se sentir fiers. Je n'ai jamais été la réponse simple. J'étais celle sur qui on pouvait compter. Celle qui arrivait à l'heure, se souvenait des anniversaires, apportait des plats faits maison au lieu de vin cher, et faisait un travail qui comptait même si personne ne pensait que cela semblait impressionnant lors d'un dîner. Je faisais avancer les choses. Au travail, je gérais les retards, les erreurs, les plannings, les expéditions manquantes, et tous les détails désordonnés que les autres aimaient ignorer jusqu'à ce qu'ils deviennent des catastrophes. À la maison, je faisais presque la même chose. J'arrondissais les angles. Je comblais les vides. Je m'assurais que personne n'ait à supporter la tension trop longtemps si je pouvais l'éviter. Les familles s'habituent à ces rôles plus vite qu'elles ne s'en rendent compte. Un enfant devient la réussite de la famille. Un autre devient le filet de sécurité. Ethan était l'histoire que tout le monde racontait. J'étais la personne sur laquelle il comptait sans remarquer le poids que cela représentait réellement. Et Ethan savait exactement comment utiliser cela. Il aimait me taquiner de manière qui semblait toujours assez inoffensive pour quiconque écoutait. Il me qualifiait de prévisible, disait que j'avais la personnalité d'une feuille de calcul, plaisantait en disant que si l'excitation frappait à ma porte d'entrée, je lui demanderais de revenir avec un rendez-vous. Tout le monde riait parce qu'il le disait avec ce petit sourire charmant qui faisait passer la cruauté pour un jeu. Avant, je souriais avec eux juste pour que l'ambiance reste agréable. Ce que personne ne semblait remarquer, c'est que chaque blague me rabaissait un peu plus et l'élevait un peu plus. C'était comme ça qu'il aimait que les choses soient. Tant que je restais dans le rôle de la sœur prudente et silencieuse, il pouvait rester le frère brillant qui ne trébuchait jamais. En y repensant,
je peux voir que son image n'était pas seulement de la vanité. C'était une protection. Plus tout le monde l'admirait, moins ils étaient susceptibles de remettre quoi que ce soit en question. Et au moment où la vérité a finalement atteint cette table de Thanksgiving, il vivait de cette image depuis bien plus longtemps que quiconque dans la pièce n'était prêt à le croire. La première fois qu'Ethan m'a appelé à l'aide, c'était au printemps 2020, à l'époque où le pays tout entier semblait retenir son souffle. Je me souviens clairement de la nuit car il n'appelait presque jamais sans raison, et il n'appelait certainement pas aussi tard. Quand j'ai répondu, il ne semblait pas être lui-même. Sa voix était basse et inégale, dépouillée de toute la confiance qu'il portait habituellement comme une seconde peau. Il m'a dit qu'il avait été licencié de son travail. Non pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Il a pris soin de dire cela tout de suite, mais parce que l'entreprise réduisait ses effectifs et que son poste avait disparu. Je me suis appuyé contre le comptoir de ma cuisine et j'ai simplement écouté. Pour la première fois de ma vie, mon frère aîné ne semblait ni supérieur ni maître de lui. Il semblait effrayé. Il m'a dit qu'il avait quelques économies, qu'il contactait déjà des relations, postulait déjà, exploitait déjà toutes les pistes auxquelles il pouvait penser. Il n'arrêtait pas de répéter que ce serait temporaire, juste quelques semaines, peut-être quelques mois tout au plus. Puis il a dit la partie qui m'a vraiment touché. Il a dit qu'il ne l'avait pas dit à nos parents parce qu'il ne pouvait pas supporter l'idée qu'ils le regardent différemment. Il a dit que maman paniquerait. Que papa commencerait à poser des questions et qu'il avait juste besoin d'un peu de temps pour arranger les choses avant que quiconque ne le découvre. Puis il a demandé si je pouvais l'aider à payer le loyer. Juste pour l'instant, a-t-il dit, juste jusqu'à ce que je trouve autre chose. Il y a eu un long silence après cela, et je pouvais entendre l'humiliation se cacher sous chaque mot. Ethan était la dernière personne que je m'attendais à voir admettre qu'il avait besoin d'aide. Alors j'ai cru que s'il demandait, les choses devaient être graves. Je lui ai demandé de combien il avait besoin. Il me l'a dit. Ce n'était pas un petit montant, mais ce n'était pas impossible non plus. J'ai regardé mon application bancaire pendant qu'il était encore au téléphone, faisant le calcul dans ma tête, déplaçant ce que je devrais retarder ou réduire. Puis j'ai dit oui. Le soulagement dans sa voix est venu si vite qu'il m'a presque rendu émotive. Il m'a remercié encore et encore. Il m'a dit que je le sauvais. Il a promis que je n'aurais pas à faire cela longtemps. Il a promis qu'il me rembourserait. Ricanement et avant de raccrocher, il m'a demandé encore une fois de ne pas le dire à maman et papa. Il a dit qu'il avait juste besoin de traverser cette mauvaise passe sans devenir la déception de la famille. C'était la phrase qu'il a utilisée et elle est restée avec moi. À l'époque, je pensais faire ce qu'une bonne sœur devrait faire. Je pensais l'aider à garder sa dignité pendant qu'il se remettait sur pied. J'ai envoyé l'argent cette nuit-là et je me suis dit que c'était un pont, rien de plus. Ce que je ne savais pas alors, c'est que les ponts sont censés mener quelque part. Et avec Ethan, chaque faveur temporaire devenait déjà la fondation de quelque chose de beaucoup plus sombre. Au début, aider Ethan ressemblait toujours à de l'aide. Un paiement de loyer s'est transformé en facture d'électricité, puis en paiement de voiture, puis en un minimum de carte de crédit dont il jurait qu'il n'avait échappé à son contrôle qu'à cause d'un mauvais mois. Chaque fois que je pensais que le pire était passé, il revenait avec une autre raison urgente pour laquelle il ne pouvait pas se permettre que je dise non. Il présentait toujours cela comme si le prochain paiement serait le dernier. Il disait qu'il était proche d'une offre. Il disait qu'il avait des entretiens prometteurs. Il disait qu'il parlait à des recruteurs et qu'il avait juste besoin d'un peu plus de temps pour empêcher sa vie de s'effondrer d'une manière que nos parents verraient. Les détails changeaient, mais la pression restait la même. Tout comme le secret. Ne le dis pas à maman. Ne le dis pas à papa. S'il te plaît, ne rends pas cela pire que ça ne l'est déjà. Il savait exactement quel mot utiliser. Parfois, il s'appuyait sur la honte et disait qu'il pouvait à peine supporter de se regarder dans un miroir. Parfois, il s'appuyait sur la culpabilité et me rappelait que j'étais la seule personne en qui il avait confiance. Et quand cela ne fonctionnait pas, il s'appuyait sur la peur. Il disait que papa ne le respecterait plus jamais s'il le découvrait. Il disait que maman perdrait le contrôle et rendrait tout plus difficile. Il disait que si je l'aimais vraiment, je le laisserais arranger ça en privé. J'aimerais pouvoir dire que je m'y suis opposé tout de suite, mais ce ne serait pas vrai. J'ai continué à l'aider parce que je croyais lui acheter du temps pour se rétablir. Ce que je faisais vraiment,
c'était lui apprendre que j'absorberais les conséquences pendant qu'il protégerait son image. Le coût de cet arrangement est apparu lentement dans ma propre vie. J'ai arrêté de dépenser de l'argent pour tout ce qui n'était pas nécessaire. J'ai annulé mon abonnement à la salle de sport. J'ai arrêté de commander des plats à emporter après de longues journées et j'ai commencé à faire durer mes courses plus longtemps que je n'aurais dû en avoir besoin. J'ai pris plus de travail chaque fois que des heures supplémentaires étaient disponibles. Je me disais que c'était temporaire, que je pouvais le supporter un peu plus longtemps, qu'une fois qu'il serait de nouveau stable, je pourrais respirer. Mais plus cela durait, plus tout se tendait en moi. Mon téléphone s'illuminait avec son nom et mon estomac se nouait avant même que je réponde. J'ai commencé à me réveiller au milieu de la nuit en pensant aux chiffres, au loyer, à l'assurance, à mes propres factures, à sa prochaine urgence. J'étais fatigué tout le temps, mais ce n'était pas le genre de fatigue que le sommeil répare. C'était le genre qui s'installe dans votre poitrine et fait que même les moments calmes semblent tendus. J'ai essayé plus d'une fois de lui dire que cela ne pouvait pas continuer. Un soir, après qu'il m'ait appelé pour demander de l'argent afin de couvrir ce qu'il a décrit comme des dépenses de réseautage, j'ai finalement dit que nous devrions peut-être dire la vérité à nos parents. Je pensais que si papa savait, peut-être qu'il pourrait aider Ethan à faire un vrai plan. Je pensais que si maman savait, peut-être que le secret arrêterait de m'empoisonner de l'intérieur. Ethan est devenu glacial. Il a demandé si j'essayais de l'humilier. Il a dit que je n'avais aucune idée de ce que ça faisait de tout perdre et de voir ensuite sa propre sœur menacée de terminer le travail. Avant même que je puisse répondre, il a continué. Il a dit que je lui en avais toujours voulu. Il a dit que c'était peut-être ma chance de le voir enfin tomber. Cela m'a tellement choqué que je n'ai pas pu parler pendant une seconde. Puis il a adouci sa voix juste assez pour me faire douter de moi. Il a dit qu'il se noyait et que je ramenais tout à mes sentiments. Il a dit qu'il n'aurait jamais dû me faire confiance si j'allais agir comme tout le monde. D'une manière ou d'une autre, à la fin de cet appel, c'était moi qui m'excusais. C'était le schéma. Il poussait jusqu'à ce que je remette en question mes propres motivations, puis reculait juste assez pour me faire me sentir cruel d'avoir des limites. Pendant ce temps, ma propre vie continuait de se rétrécir autour de ses besoins. J'ai commencé à perdre ma concentration au travail. J'étais en réunion et je réalisais que j'avais manqué la moitié de la conversation parce que je me demandais si Ethan était sur le point d'appeler à nouveau. J'ai fait de petites erreurs que je ne faisais normalement jamais. Rien de catastrophique pour le moment, mais assez pour m'effrayer. Le pire, c'était que personne autour de moi ne savait pourquoi je flanchais. Ils voyaient juste une femme qui avait l'air épuisée et distraite. Ethan n'était pas celui qui payait ce prix. C'était moi. Et pourtant, chaque fois que je pensais à exposer la vérité, j'entendais sa voix dans ma tête me dire que si nos parents le découvraient, je serais la raison pour laquelle la famille se briserait. Pendant longtemps, cette peur a suffi à me garder au piège. Puis un jour, j'ai vu quelque chose qui a fait pourrir toutes ces excuses en même temps. La faille dans l'histoire d'Ethan est venue de quelque chose de si petit que la plupart des gens seraient passés dessus sans s'y attarder. Un après-midi, je déjeunais à mon bureau, goûtant à peine la salade devant moi, quand j'ai vu une histoire qu'il avait publiée et supprimée presque aussi vite. Ce n'était qu'une capture d'écran, rien de tape à accent grave-l'œil, mais je l'ai attrapée avant qu'elle ne disparaisse. Un reçu de Paris, des côtes, des chiffres, des abréviations d'équipe, et une légende sur le fait de faire des jeux intelligents. Mon estomac s'est noué si fort que c'en était presque physique. Ce n'était pas le loyer. Ce n'était pas les courses. Ce n'était pas un homme désespéré essayant de rester à flot jusqu'à ce qu'il trouve du travail. C'était le jeu. Quand je l'ai appelé ce soir-là et que je lui ai demandé ce que c'était, il a ri trop vite. Il a dit que ce n'était pas du jeu. Il a dit que c'était de l'investissement sportif, comme utiliser la stratégie au lieu de la chance. Il a dit que je réagissais de manière excessive parce que je ne comprenais pas comment fonctionnait l'argent au-delà d'un chèque de paie. Cette partie était du pur Ethan. Même acculé, il avait toujours besoin de paraître plus intelligent que moi. Je voulais le croire, mais quelque chose en moi avait déjà changé. Quelques jours plus tard, j'en ai parlé à un vieil ami nommé Noah Bennett, un planificateur financier certifié que je connaissais depuis l'université. Je n'ai pas donné tous les détails, mais j'en ai dit assez. Paris sportif, grosse somme, demandes urgentes d'argent, promesse constante que le prochain mouvement réparerait tout. Noah n'a pas hésité.
Il m'a dit que les personnes qui perdent de l'argent sur les plateformes de paris disent presque toujours les mêmes choses. Ils appellent ça de la stratégie. Ils disent qu'ils sont sur le point de se refaire. Ils insistent sur le fait qu'ils ont juste besoin d'une chance de plus pour se rétablir. Puis ils poursuivent la perte jusqu'à ce que la perte devienne leur vie entière. Je me suis assise dans ma voiture après cette conversation avec les deux mains sur le volant et j'ai simplement regardé à travers le pare-brise. Pendant des années, je m'étais dit que j'aidais mon frère à survivre. Soudain, je pouvais voir une possibilité qui rendait tout beaucoup plus laid. Peut-être que je ne l'aidais pas du tout à survivre. Peut-être que je finançais la chose qui le détruisait. Une fois que cette pensée s'est installée, j'ai commencé à voir des signes partout. Ethan envoyait des textos à des heures étranges, semblant soit surexcité soit vide. Il parlait d'opportunités qui n'avaient aucun sens et d'urgences qui semblaient toujours liées au timing. Il ne demandait jamais d'argent un jour calme. C'était toujours maintenant, ce soir, tout de suite avant que quelque chose de terrible n'arrive. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les factures. C'est comme ça que fonctionne la panique. Puis le reste de la vérité a commencé à arriver par morceaux. Ma tante Denise a appelé un après-midi et a demandé avec ce ton prudent que les gens utilisent quand ils soupçonnent déjà la réponse si Ethan allait bien. J'ai demandé pourquoi. Elle a hésité puis a admis qu'il lui avait emprunté de l'argent quelques mois plus tôt et l'avait supplié de ne le dire à personne. Il avait dit que c'était temporaire. Il avait dit qu'il était embarrassé. Il avait dit qu'il avait juste besoin de couvrir un trou. Chaque mot me semblait atrocement familier. Peu de temps après, ma cousine Megan a mentionné qu'Ethan lui avait envoyé un texto l'année dernière, demandant si elle pouvait lui avancer de l'argent liquide jusqu'à ce qu'un paiement arrive. Puis mon oncle Paul a laissé échapper quelque chose au téléphone sur le fait qu'Ethan traversait une mauvaise passe et promettait de le rembourser bientôt. Chaque nouvelle pièce m'a frappé comme une autre porte qui se ferme. Il ne m'avait pas seulement menti. Il avait construit tout un système privé autour de tous ceux qu'il aimait, gardant chaque personne isolée pour qu'aucun de nous ne puisse comparer les informations. Et le pire, c'était que cela fonctionnait parce qu'il comprenait si bien la honte. Il savait exactement comment l'utiliser. Comment faire en sorte que le silence semble compatissant et que les questions semblent cruelles. Le coup de grâce est survenu chez mes parents un dimanche après-midi. Mon père était dans le garage en train de trier des outils et des bacs de rangement quand il a mentionné qu'Ethan l'avait interrogé sur les retraits de retraite. Je me suis figé si complètement que je pense que même lui l'a remarqué. Quand j'ai poussé doucement, il a admis qu'il avait déjà donné de l'argent à Ethan, pas de son compte courant, pas d'économies occasionnelles, de sa retraite. Il a essayé de minimiser la chose. Il a dit que c'était juste pour l'aider à traverser une mauvaise passe, mais je pouvais à peine l'entendre par-dessus le bruit de mon propre cœur. C'est à ce moment-là que tout est devenu clair. Ethan n'avait pas survécu à un revers. Il avait géré une chaîne secrète de prêts à travers la famille tout en prétendant être le fils qui a réussi et qui avait tout sous contrôle. Il utilisait mon argent pour courir après ses pertes, utilisait tous les autres pour boucher les trous, et avait toujours le culot de me mépriser à chaque occasion. Je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à construire une chronologie, chaque transfert, chaque texto, chaque excuse, chaque promesse, chaque mensonge. Si Ethan avait transformé sa vie en une performance, j'avais fini d'être le technicien de scène silencieux qui gardait les lumières allumées. Le moment où j'ai finalement arrêté de sauver Ethan ne s'est pas produit à Thanksgiving. C'est arrivé 2 semaines plus tôt, un mardi matin, alors que j'ai presque perdu le contrôle de ma propre vie en essayant de protéger la sienne. J'étais au milieu d'une révision des opérations de haut niveau au travail, présentant un plan de redressement pour un retard d'expédition qui avait déjà coûté du temps et de l'argent à l'entreprise, quand mon téléphone a continué de vibrer dans mon sac. Je l'ai ignoré une fois, puis 2, puis une 3e fois. À la 4e vibration, ma concentration a craqué. J'ai baissé les yeux pendant une pause et j'ai vu 6 appels manqués d'Ethan et 3 textos d'affilée. Appelle-moi maintenant. C'est urgent. Si tu ne m'aides pas aujourd'hui, je suis fini. Mon pouls a commencé à battre si fort que je m'entendais à peine parler. J'ai tenu bon pendant la réunion, mais j'ai été déséquilibré à partir de ce moment-là. J'ai sauté une section dans le rapport, mélangé 2 chiffres, et regardé l'expression de ma responsable changer d'une manière qui m'a terrifié. Après, elle m'a demandé de rester. Elle a fermé la porte de la salle de conférence et m'a dit très calmement que je ne semblais pas être moi-même ces derniers temps.
Elle a dit que j'étais l'une des personnes les plus fiables de son équipe, mais que quelque chose me tirait clairement vers le bas. Je suis restée là à hocher la tête, trop honteuse pour lui dire que la chose qui me tirait vers le bas n'était pas ma propre crise. C'était celle de mon frère. Quand j'ai finalement rappelé Ethan, il ne semblait pas désespéré. Il semblait irrité, comme si je l'avais dérangé en étant indisponible. Il m'a dit qu'il avait besoin d'une grosse somme pour l'après-midi même, pas demain, pas cette semaine, ce jour-là. Je lui ai demandé pourquoi c'était et il m'a donné l'une de ses réponses à moitié vagues habituelles sur la couverture d'un écart jusqu'à ce que l'argent soit compensé. J'ai dit que je n'enverrais rien avant qu'il ne me dise la vérité. Il a soupiré comme si j'étais la personne déraisonnable. Puis il a prononcé la phrase qui a tout changé. Il a dit, « Tu trouves toujours une solution, Lorraine. C'est ce que tu fais. » Il n'y avait aucune gratitude là-dedans. Aucun embarras, aucune honte, juste un sentiment de droit. À cette seconde, j'ai compris la forme complète de ce que j'étais devenu pour lui. Pas sa sœur, pas son filet de sécurité, pas même une personne qu'il se sentait coupable d'utiliser. J'étais une ressource, un système, une solution qui, selon lui, continuerait à fonctionner peu importe à quel point il la viderait. Je lui ai dit non. Il a ri d'abord parce qu'il pensait que je bluffais. Puis il a changé de tactique rapidement. Il a dit que je faisais des drames. Il a dit que je laissais le stress me rendre égoïste. Il a dit que si je n'envoyais pas l'argent, je serais responsable de ce qui se passerait ensuite. Pour la première fois, je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas expliqué mes factures, mon travail, mon épuisement, ou le fait que j'avais fini de financer ces mensonges. J'ai juste répété non. Son ton a changé instantanément. Il m'a accusé de me retourner contre la famille. Il a dit que j'avais toujours été jalouse de lui. Il a dit que maman et papa seraient dégoûtés s'ils savaient que je le laissais se noyer. C'était presque drôle parce qu'à ce moment-là, je savais exactement combien il leur avait déjà pris. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse continuer. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû poser mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et m'en éloigner. Les messages ont afflué toute l'après-midi. D'abord en colère, puis suppliant, puis cruel. Il a dit qu'il ne pouvait pas croire que je l'abandonnerais après tout ce qu'il avait traversé. Il a dit qu'il espérait que je pourrais vivre avec moi-même. Il a dit que j'étais froide, amère et pathétique. Ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. J'étais toujours anxieuse, mais en dessous, il y avait du soulagement. Un vrai soulagement. Le genre qui semble peu familier parce que votre corps s'est tellement habitué à l'appréhension que la paix semble presque suspecte. J'ai dormi toute la nuit sans me réveiller une seule fois. Le lendemain matin, j'ai commencé à faire ce que j'aurais dû faire beaucoup plus tôt. J'ai tout organisé. J'ai téléchargé des relevés, imprimé des historiques de transfert, enregistré des captures d'écran, et construit une chronologie complète depuis le premier paiement en 2020 jusqu'à la demande la plus récente. Chaque montant, chaque date, chaque mensonge, chaque promesse que c'était temporaire, chaque message me disant de ne pas le dire à nos parents. Si Ethan allait faire de moi la méchante à la seconde où j'arrêterais de coopérer, alors j'avais fini de compter sur la mémoire. Je voulais des faits. Au moment où Thanksgiving est arrivé, je n'avais plus l'intention de faire semblant. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents avec un plat sur le siège passager et un dossier dans mon sac. Même alors, je n'avais pas planifié un démantèlement public théâtral. Je savais juste que je n'allais pas mentir pour lui une nuit de plus. Ethan était déjà là quand je suis entré, poli comme toujours, souriant trop facilement, jouant le rôle qu'il avait passé des années à perfectionner. Il agissait comme si de rien n'était, comme s'il ne m'avait pas harcelé pour de l'argent quelques jours plus tôt, comme s'il n'avait pas siphonné l'argent de la moitié de la famille tout en protégeant son image avec mon silence. J'aurais dû savoir qu'il ne laisserait pas passer la nuit sans essayer de me remettre à ma place. Il m'a vu poser le plat, a regardé autour de lui pour s'assurer qu'il avait un public, et m'a lancé ce sourire suffisant que je détestais depuis que nous étions adolescents. Puis il a dit, « Comment ça fait d'être inutile, ma sœur ?» La pièce lui a donné exactement ce qu'il voulait au début. Quelques sourires incertains, une pause, la supposition qu'il plaisantait simplement, et je devais rire avec lui comme je l'avais toujours fait, mais j'avais fini de rendre sa cruauté confortable pour tout le monde. Je l'ai regardé et j'ai dit, « Je ne me suis jamais senti aussi bien depuis que j'ai arrêté de payer tes factures. » Le silence a frappé la table comme un poids mort. Ma mère s'est figée.
Mon père a reculé sa chaise si fort qu'elle a raclé le sol. Le visage d'Ethan a perdu ses couleurs si vite que c'en était presque choquant. « Quelle facture ?» a demandé mon père. « Pourquoi paye-elle quoi que ce soit pour toi ?» Ethan a essayé de se reprendre immédiatement. Il a ri trop fort, a fait un geste dédaigneux de la main, a dit que je faisais des drames. Il m'a traité d'émotive. Il a dit que je déformais les choses parce que j'aimais attirer l'attention. Je n'ai pas argumenté. J'ai plongé la main dans mon sac, j'ai sorti le dossier et je l'ai posé devant mon père. Cela a changé la pièce instantanément. Les gens peuvent rejeter l'émotion. Ils ont plus de mal à rejeter le papier. Mon père a ouvert le dossier et a trouvé des pages de transfert bancaire, des messages imprimés, des dates, des montants, des notes et des lignes surlignées qui racontaient l'histoire qu'Ethan s'était efforcé de garder cachée pendant des années. Je l'ai expliqué aussi calmement que possible. Cela avait commencé en 2020 après qu'il ait perdu son emploi. Il m'a demandé de l'aide. Il m'a fait promettre de ne le dire à personne. Il a dit que c'était temporaire. Puis cela a continué de croître. Loyer, services publics, paiement de voiture, carte de crédit, urgence. Ma tante Denise s'est approchée de la table avec un regard que je n'oublierai jamais et a admis qu'il lui avait emprunté de l'argent, à elle aussi. Puis, l'oncle Paul a dit qu'Ethan lui avait demandé de l'argent l'année dernière. Ensuite, l'une de nos cousines a dit doucement qu'elle avait reçu le même genre de message et avait pensé que c'était étrange. Pièce par pièce, la pièce entière a réalisé qu'Ethan n'était pas en difficulté de manière isolée. Il avait utilisé le même scénario sur tout le monde tout en s'assurant qu'aucun de nous ne compare les informations. Puis mon père est arrivé à la partie sur l'argent de la retraite. La pièce entière a de nouveau changé après cela. Ma mère l'a regardé avec incrédulité. Puis elle a regardé Ethan, puis est revenue au papier comme si elle voulait qu'il se transforme en n'importe quoi d'autre. Ethan a essayé une dernière fois de contrôler l'histoire. Il a dit qu'il n'avait pas joué. Il a dit qu'il investissait. Il a dit qu'il essayait de récupérer des pertes et de se remettre sur pied. Mais cela n'a fait qu'aggraver les choses car maintenant tout le monde pouvait entendre le modèle pour ce qu'il était. Il n'était pas tombé une seule fois. Il avait continué à creuser pendant que le reste d'entre nous payait pour cacher le trou. Ma mère lui a demandé comment il pouvait me qualifier d'inutile alors qu'il vivait à mes crochets. Il n'avait aucune réponse à cela. Pas de vraie réponse. Juste de la colère, juste des reproches. Ricanement juste la même panique qui apparaissait toujours quand la vérité s'approchait trop. Au moment où il s'est levé de table, son image avait déjà disparu. Mon père lui a dit que c'était fini. Plus d'argent, plus de mensonges, plus de nettoyage derrière lui. Ma mère pleurait, mais elle ne l'a pas arrêté. Personne ne l'a fait. Ethan a attrapé son manteau et est sorti de la maison en rage. Mais ce qui est resté le plus en moi, ce n'est pas le claquement de la porte d'entrée. C'est ce qui s'est passé ensuite. Personne ne l'a poursuivi. Personne n'a couru après lui pour arranger les choses. Personne ne m'a demandé de m'excuser pour avoir gâché la fête. Pour la première fois depuis des années, le poids qu'il avait déplacé sur tout le monde a finalement atterri là où il devait être. Et une fois que cela s'est produit, rien dans notre famille ne pouvait redevenir comme avant. Après le départ orageux d'Ethan cette nuit-là, la maison est restée anormalement silencieuse. Comme si même les murs essayaient d'assimiler ce qu'ils venaient d'entendre. Personne n'est retourné dîner. La dinde est restée à moitié découpée. Les plats ont refroidi sur le comptoir, et le match de football a continué de jouer dans l'autre pièce devant personne. Ma mère a pleuré doucement tout en empilant des assiettes qui avaient à peine été touchées. Mon père se tenait au bout de la table avec les deux mains appuyées contre la chaise, regardant fixement le dossier comme s'il essayait de comprendre combien de mensonges s'étaient trouvés dans sa propre maison sans qu'il les voie. Je suis resté parce que partir me semblait mal. Mais je ne savais pas non plus comment réparer quoi que ce soit. Pendant des années, j'avais cru que si je portais simplement assez, absorbais assez, restais assez patiente, je pourrais empêcher cette famille de se briser. Cette nuit-là a prouvé le contraire. Ce qui nous a brisés n'était pas la vérité. C'était le mensonge dans lequel nous avions tous été forcés de vivre. Les retombées sont arrivées rapidement une fois qu'Ethan n'a plus eu personne pour amortir l'impact. Mon père l'a appelé le lendemain matin et a clairement indiqué qu'il n'y aurait plus d'argent provenant d'aucun compte, plus d'excuses et plus d'accords privés. Ma mère, même à travers tout son chagrin, l'a soutenu.
la nouvelle s'est répandue discrètement dans la famille par la suite. Non pas parce que quelqu'un voulait du drame, mais parce que tout le monde a finalement compris qu'ils avaient été montés les uns contre les autres. Les prêts ont cessé. La sympathie a cessé. Le secret a cessé. Et sans nous tous pour soutenir la version de la vie qu'Ethan jouait, elle s'est effondrée presque immédiatement. En l'espace d'un mois, il a perdu l'appartement pour lequel il s'était tant battu pour qu'il ait l'air impressionnant en ligne. Le véhicule a disparu peu après. J'ai appris par ma cousine qu'il avait emménagé dans une chambre louée à la périphérie de la ville. Le genre d'endroit que les gens prennent quand ils n'ont plus le choix et plus de fierté. Il a pris du travail de livraison et un contrat de vente à faible commission qui ne ressemblait en rien à la vie dont il avait l'habitude de se vanter. Pendant un moment, il a encore essayé d'agir comme s'il était sur le point de rebondir. Il a envoyé quelques messages amers, puis un ou deux étrangement joyeux sur de nouvelles opportunités et le fait de redresser la situation. Je n'ai pas répondu. Je n'allais pas redevenir le pont vers le même cycle qui m'avait presque détruite. Aux dernières nouvelles, mon père lui avait dit qu'il y aurait une condition pour toute relation future. Une aide réelle, une thérapie, ricanement une responsabilité financière, plus d'histoire, plus d'images, juste de l'honnêteté. Ethan détestait ça plus que de perdre de l'argent car l'argent n'avait jamais vraiment été le centre de tout cela. Le contrôle l'était. Quant à moi, ma vie n'est pas devenue magiquement parfaite après Thanksgiving, mais elle est redevenue mienne. J'ai commencé à dormir toute la nuit. J'ai arrêté de sursauter à chaque fois que mon téléphone s'allumait. J'ai pu me concentrer au travail sans cette appréhension constante tapie dans un coin de mon esprit, attendant la prochaine urgence que j'étais censé résoudre d'une manière ou d'une autre. Quelques mois plus tard, on m'a confié un grand projet d'expansion au travail. Le genre d'opportunité que j'aurais pu gâcher si tout cela était arrivé un an plus tôt. Mes économies ont lentement commencé à se reconstituer. Mon appartement m'a de nouveau semblé paisible. Même ma relation avec mes parents a changé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Elle est devenue plus honnête, moins basée sur des rôles. Ils ont cessé de me regarder comme la fille fiable qui gérait discrètement tout ce que personne d'autre ne voulait voir. Ils ont commencé à voir le coup de ce silence. Un soir, ma mère m'a dit qu'elle avait passé trop d'années à confondre l'amour avec la protection. Elle a dit que protéger quelqu'un des conséquences n'est pas la même chose que de l'aimer. Mon père a dit quelque chose d'encore plus simple et pour lui, cela signifiait plus. Il a dit qu'il était fier de moi pour avoir enfin arrêté. Pas pour l'avoir enduré, pas pour m'être sacrifié, mais pour avoir arrêté. Cela a compté plus que je ne peux l'expliquer. Je n'ai jamais récupéré mon argent, du moins pas de manière complète. Et c'est peut-être la partie que certaines personnes qualifieraient d'injuste. Mais la vérité est qu'à la fin, l'argent n'était pas ce que je voulais le plus. Ce que je voulais, c'était retrouver ma vie, ma paix, ma dignité, que mon nom soit prononcé dans cette famille sans être attaché aux mots inutiles. Et j'ai récupéré tout cela à la seconde où j'ai arrêté de l'aider à se cacher. S'il y a une chose que cela m'a apprise, c'est que l'amour familial sans limite devient une cachette pour les dommages. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser de continuer à financer le mensonge. Parfois, la vérité semble cruelle uniquement parce que les gens étaient à l'aise avec votre silence. Et parfois, la personne que tout le monde qualifie de forte n'est pas la plus bruyante à table. C'est celle qui décide enfin que le cycle se termine avec elle. Si vous avez déjà porté le secret financier de quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'il commence à détruire votre propre vie, alors vous le savez déjà. Les limites ne sont pas une trahison. Elles sont le respect de soi exprimé à voix haute. Cette vidéo est fictive et réalisée uniquement pour le plaisir de raconter une histoire, le divertissement et la réflexion éducative.